À 74 ans, Jean-Louis Borloo brise enfin le silence, et ce qui frappe d'abord, c'est la douceur tremblante de sa voix, comme si chaque mot qu'il s'apprêtait à livrer avait pesé sur lui pendant des années. Il parle de Nathalie Baye, non pas comme une ombre du passé, mais comme une vérité qu'il avait protégée trop longtemps, une vérité trop fragile pour être exposée. Et alors que l'on croyait tout savoir, une fissure apparaît, subtile, presque imperceptible, mais assez puissante pour tout faire vaciller. Car parfois, le plus grand bouleversement n'est pas un cri, mais un murmure qui arrive trop tard. Mais comment un homme dont la carrière a longtemps été sous les projecteurs, avocat brillant, ministre influent, figure publique respectée, a-t-il pu cacher une telle vérité? Au sommet de sa puissance politique, Jean-Louis Borloo semblait intouchable. Pourtant, une part de lui demeurait inaccessible, soigneusement protégée. Et pourtant, au moment même où son image publique semblait solide comme un roc, une question demeure en suspens. Une question que Jean-Louis Borloo lui-même n'avait jamais osé affronter tout haut. Qu'est-ce qui l'a poussé à se taire si longtemps au sujet de Nathalie Baye? Ce silence, aujourd'hui brisé à 74 ans, n'est pas un simple non-dit, mais une blessure ancienne, une fissure intime qu'il avait tenté d'enfouir sous les responsabilités, les applaudissements, les honneurs ministériels. Et quand il commence à en parler, on comprend que ce chapitre, longtemps tenu dans l'ombre, a laissé en lui des traces plus profondes qu'il ne l'aurait voulu. Car dans les années 1990, derrière les portes closes de Valenciennes, loin des couloirs ministériels et des caméras parisiennes, Jean-Louis Borloo vivait une existence plus fragile qu'il ne l'admettait. Il partageait alors sa vie avec une femme de la région, une femme volontairement invisible aux yeux du public, discrète à l'extrême, presque effacée. Une femme dont l'identité n'a jamais été confirmée, mais dont le mystère, avec le temps, n'a fait qu'alimenter des rumeurs tenaces. C'était une époque de doute, de tension, d'équilibre instable, où Borloo tentait tant bien que mal de concilier un rôle politique écrasant et une intimité déjà fissurée. C'est auprès de cette femme qu'est né son fils, Rémi, un point d'ancrage dans un quotidien chaotique, un souffle de stabilité fragile dans un monde de décisions brutales et de nuits blanches. Et c'est là, au cœur de ces années de tumulte, que s'inscrit ce qu'il décrit aujourd'hui comme une histoire trouble, un lien qu'il aurait préféré ne jamais voir naître. Lorsqu'il prononce ces mots, un frémissement traverse son visage. Ce n'est pas de la colère, ni de la nostalgie, c'est une forme de honte silencieuse, un sentiment qu'il porte depuis si longtemps qu'il en est devenu presque une seconde peau. Car pour lui, cette relation, ou plutôt, cette proximité ambiguë avec Nathalie Baye, représente tout ce qu'il voulait éviter. La confusion, l'opacité, les rumeurs qui enflent, le regard du public qui soupçonne, qui invente, qui dévore. Il dit aujourd'hui que cette période lui paraît comme une tache, une zone trouble qu'il n'a jamais vraiment su nettoyer. Une histoire sale, murmure-t-il, comme s'il craignait que le mot lui brûle encore la bouche. Non pas parce qu'elle impliquait quelque chose d'interdit ou d'immoral, mais parce qu'elle appartenait à un Jean-Louis Borloo qu'il ne reconnaît plus, un homme submergé, désorienté, qui se laissait enfermer par ses propres contradictions. L'image d'un homme puissant en public, mais fragile, presque brisé, une fois les portes refermées. Pour beaucoup, ces rumeurs reliant cette femme de Valenciennes à Nathalie Baye n'étaient qu'un écho lointain, un bruit médiatique comme il en existe tant. Mais pour lui, elles ont réveillé une peur ancienne, celle que son intimité, déjà vacillante, devienne une matière à scandale. À l'époque, il choisit de se murer dans le silence, de nier en se taisant, de protéger son fils, sa compagne de l'ombre,
et peut-être aussi lui-même. Car comment un homme façonné par la rigueur politique, par les responsabilités écrasantes, pouvait-il affronter un tourbillon émotionnel qu'il ne contrôlait même pas? Aujourd'hui, quand il raconte ces années, on perçoit le vertige qui l'habitait, celui de jouer sur deux scènes à la fois, la grande scène politique aux éclats lumineux et la petite scène intime, fragile, vacillante, où chaque geste pouvait tout faire dérailler, et c'est dans cet écart douloureux que se loge son aveu. Il a vécu cette relation, ou ce lien trouble, comme une humiliation, non pas en raison de la femme en face de lui, mais à cause de l'homme qu'il était alors, de ses choix, de ses fuites, de son incapacité à affronter ses propres fractures. Il parle d'un amour impossible, d'un attachement qu'il ne voulait pas nommer, d'une émotion qui à l'époque lui paraissait presque dangereuse. Et plus il raconte, plus on découvre un Jean-Louis Borloo inattendu. Un homme perdu derrière son propre masque. Un homme dont la solitude se devinait à peine sous les projecteurs. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il cherche simplement à déposer un poids, à libérer une part de lui qu'il avait tenue prisonnière pendant trop longtemps. Et c'est peut-être cela le plus bouleversant. Comprendre que derrière l'ancien ministre, derrière le stratège politique, derrière la figure médiatique, il y avait un homme qui pendant des années a vécu dans la peur d'être vu, tel qu'il était vraiment. Mais ce qui surprend le plus, lorsqu'il poursuit son récit, c'est la manière dont sa voix change, comme si un verrou intérieur venait enfin de céder. On sent qu'il entre dans une zone où la vérité n'est plus une menace, mais une délivrance tardive. Et c'est là que le récit bascule, doucement d'abord, puis d'un seul coup, comme une vague qui remonte du fond de lui-même après des années d'immobilité. Ce qu'il révèle alors n'est pas seulement une histoire intime, mais un tournant, une fracture, une décision qui a modelé l'homme qu'il est devenu. Il raconte qu'un jour, dans une chambre d'hôtel anonyme, une pièce sans charme dans laquelle il n'était que de passage, il a compris qu'il vivait à contre-jour. Il venait d'enchaîner 2 réunions politiques décisives, une interview éprouvante, et il devait le soir même répondre à une agitation médiatique qui commençait à enfler autour de son nom, et pourtant, ce qui l'a terrassé ce soir-là, ce n'était ni la pression politique, ni la fatigue, ni les doutes professionnels. C'était une sensation beaucoup plus intime, celle de vivre éloigné de lui-même, de trahir ce qu'il était réellement, en jouant un rôle où ses silences devenaient des murs, où ses blessures devenaient des secrets, où ses émotions devenaient des menaces à dissimuler. Il se souvient s'être assis sur le bord du lit, les coudes sur les genoux, les mains tremblantes, et dans cet instant suspendu, une évidence s'est imposée à lui. Il ne pouvait plus continuer ainsi, plus continuer à fuir, plus continuer à laisser son passé dicter la forme de son présent, plus continuer à laisser cette relation trouble, cette tâche qu'il n'avait jamais assumée, être un fantôme qui hantait ses décisions. Ce soir-là, il a compris que la honte n'était pas dans l'histoire elle-même, mais dans la manière dont il l'avait étouffée, et que l'omerta qu'il s'était imposée avait fait bien plus de dégâts que la vérité qu'il craignait tant. Il dit que c'est à ce moment précis qu'une idée a germé, changer vraiment. Pas en démissionnant d'un poste, pas en s'éloignant de la scène publique, pas en se réfugiant derrière une façade nouvelle, mais en acceptant de regarder en face ce qu'il avait longtemps refoulé, sa vulnérabilité, sa solitude, sa confusion. Il raconte qu'il a compris que ce silence vis-à-vis de Nathalie B n'était pas un geste de protection, mais un bouclier contre lui-même, contre la possibilité d'être jugé, contre la possibilité d'être vu dans ce qu'il avait de plus fragile. Ce soir-là, il a décidé de reprendre le contrôle, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour cesser de la laisser peser sur lui.
Il a entrepris un lent travail de vérité, un travail intérieur, presque artisanal, fait de petites décisions, de renoncements nécessaires, de réconciliations minuscules mais essentielles. Il s'est éloigné de tout ce qui brouillait son discernement. Il s'est autorisé à redevenir un homme avant d'être un personnage public. Il a réappris à vivre dans des espaces simples, loin des excès, loin des attentes, loin du regard inquisiteur de ceux qui confondent pouvoir et invulnérabilité. Et plus il avance dans ce récit intime, plus on perçoit l'ampleur de cette transformation. Ce n'est pas une chute spectaculaire, ce n'est pas un drame retentissant. C'est une métamorphose silencieuse. Un homme qui, après avoir porté pendant des années un poids invisible, décide enfin de le déposer. Il parle de conversations nocturnes avec lui-même, de longues marches sans but précis dans les rues désertes de Paris, de souvenirs qui remontaient sans prévenir et qui lui oppressant la poitrine. Il dit qu'il a eu peur de s'effondrer, peur de perdre pied, peur de découvrir que, sans ces silences, il n'avait plus rien pour se protéger. Mais il a tenu, et au fil du temps, quelque chose en lui s'est déplacé. La honte s'est estompée, la confusion s'est apaisée, la culpabilité s'est transformée en lucidité, et ce qui était autrefois une blessure ouverte est devenu une cicatrice qu'il accepte enfin de regarder. C'est ce chemin-là, ce lent retour vers lui-même, qui l'a conduit aujourd'hui à oser briser ce silence. Pas pour révéler un secret sensationnel, pas pour relancer des rumeurs anciennes, mais pour se libérer d'un passé qui l'a, pendant trop longtemps, laissé prendre la forme d'une menace. Ce qu'il dit maintenant, avec une sérénité fragile mais réelle, c'est qu'il ne regrette plus d'avoir aimé, même maladroitement, même douloureusement. Ce qu'il regrette, c'est d'avoir laissé la peur de la vérité lui voler tant d'années. Il reconnaît que sa solitude, à l'époque, n'était pas choisie, mais subie, et qu'aujourd'hui, il veut simplement avancer sans se cacher, sans chercher à masquer ce qui fut, sans laisser l'ombre d'un nom ou d'une rumeur définir qui il est. Et quand il poursuit, quelque chose change, encore une fois dans sa manière de parler, comme si la confession qu'il vient de livrer avait ouvert une porte qu'il ne peut désormais plus refermer. Sa voix se fait plus posée, plus lente, presque apaisée. On sent qu'il entre dans une phase nouvelle de son récit, non plus tournée vers la lourdeur du passé, mais vers ce qu'il appelle lui-même la seconde moitié de sa vie intérieure. Une moitié où la honte ne guide plus ses pas, où le silence n'est plus une prison, où chaque émotion cesse d'être un fardeau et redevient une preuve de vie. Car pour Jean-Louis Borloo, la véritable Renaissance n'a jamais été un événement spectaculaire. Elle s'est construite par petites touches, par gestes simples, par la capacité retrouvée de se regarder avec douceur, sans jugement. Il raconte que tout a commencé lorsqu'il a enfin accepté que les erreurs, les maladresses, les zones d'ombre faisaient partie de lui autant que ses réussites, ses sacrifices ou son engagement public. On ne guérit jamais en effaçant, dit-il, on guérit en accueillant ce qui nous a fait vaciller. Ce changement de perspective l'a frappé comme une évidence tardive. Pendant des années, il avait tenté de compartimenter sa vie, de séparer l'homme public et l'homme intime, comme si l'un devait forcément renier l'autre. Et c'est précisément cette division qui l'avait maintenu dans une solitude étouffante. Il a compris qu'en refusant une part de lui, il se privait de la possibilité de se reconstruire pleinement. Cette prise de conscience a transformé son quotidien. Il s'est mis à renouer avec des choses simples, presque banales, mais essentielles. Il raconte qu'il a recommencé à apprécier les matins calmes, les cafés pris sans hâte, les discussions avec des inconnus croisés au hasard. Il dit qu'il a retrouvé la valeur des moments ordinaires,
ceux qui ne font jamais les gros titres, mais qui tissent la trame d'une existence vivante. Il a recommencé à marcher longuement, à observer les visages, les gestes, les ombres, les lumières. Il s'est surpris à ressentir une forme de gratitude étrange, presque enfantine. C'est dans ces instants-là qu'il s'est senti revenir à lui-même, pas comme une figure publique, mais comme un homme parmi les autres. La réconciliation la plus difficile fut, sans doute, celle qu'il a menée avec son propre passé. Non pas pour le glorifier ni le condamner, mais pour en faire une matière à comprendre, une matière à apaiser. Le passé n'est pas un mur, dit-il, c'est un paysage qu'on apprend à traverser. Il reconnaît que l'histoire autour de Nathalie Baye a longtemps été un territoire brouillé, chargé d'affects contradictoires. Aujourd'hui, il la regarde avec un recul différent, non plus comme une tâche ou une peur, mais comme un chapitre complexe qui lui a enseigné quelque chose d'essentiel, que l'on se perd souvent quand on essaie de correspondre coûte que coûte à ce que les autres attendent de nous. Il explique que la véritable paix est venue lorsqu'il a cessé de chercher une justification, lorsque pour la première fois, il a compris que la vie n'a pas besoin d'être parfaitement cohérente pour être profondément vraie. On peut avancer avec des cicatrices, confie-t-il. Elles ne nous définissent pas, mais elles nous rappellent ce que nous avons traversé. Cette vision plus douce, plus humaniste, a profondément transformé sa manière de voir le monde, mais aussi sa manière de se voir lui-même. Il dit qu'il a appris à valoriser son propre chemin, même lorsqu'il s'est égaré, même lorsqu'il s'est laissé submerger, même lorsqu'il a choisi le silence, par faiblesse. Ce renouveau, il le décrit comme une respiration retrouvée, non pas un souffle spectaculaire, mais un souffle continu, patient, presque méditatif. Il a appris à écouter non plus pour répondre, mais pour comprendre. À se taire, non plus pour se protéger, mais pour laisser la place à ce qui doit émerger, à accepter les lenteurs, les détours, les doutes. Il rappelle que dans une existence politique marquée par l'urgence permanente, il n'avait jamais eu le luxe de cette lenteur. Aujourd'hui, elle est devenue une force. Et puis, il parle de son fils, Rémi, de cette relation qu'il a longtemps voulu préserver à tout prix, parfois maladroitement, parfois en se retirant, parfois en se taisant. Il dit que la paternité lui a offert une leçon de patience et de vérité brute. Un enfant ne demande pas que vous soyez parfait, dit-il, il demande que vous soyez présent. Cette phrase qu'il prononce d'une voix presque chuchotée, résonne comme un credo. Il admet que cette présence, il n'a pas toujours su l'incarner. Mais aujourd'hui, il en mesure la beauté, la simplicité, la puissance. Et c'est dans ce lien apaisé, reconstruit avec le temps, qu'il a réellement compris ce que signifiait se réconcilier avec soi-même. La philosophie qu'il développe maintenant n'a rien d'un grand discours solennel. Elle est tissée de fragilité, de lucidité, d'humilité. Il dit que la vie n'est jamais linéaire, que les chemins se perdent, se croisent, se cassent parfois, et que la vraie sagesse consiste peut-être simplement à accepter cela sans se punir, sans se haïr, sans chercher à se cacher derrière des armures inutiles. Il reconnaît que son parcours est fait d'ombres et de lumière, mais que c'est précisément ce mélange qui donne du relief à une existence, et alors qu'il approche de la fin de son récit, un silence presque doux s'installe, comme si les mots eux-mêmes avaient enfin trouvé leur juste place. Jean-Louis Borloo ne cherche plus à expliquer ni à convaincre. Il se contente de laisser apparaître ce qu'il lui a fallu tant d'années pour comprendre. Que la vie n'est pas faite pour être parfaitement maîtrisée, mais pour être traversée avec honnêteté. On sent dans sa voix une forme de calme nouveau, une paix qui n'efface pas les blessures, mais les transforme en quelque chose de plus grand,
de plus nuancé, presque de plus tendre. Il dit que vieillir, ce n'est pas renoncer, c'est apprendre à laisser aller ce qui n'a plus à être porté. C'est accepter que certaines vérités n'aient jamais été dites au bon moment, mais qu'elles peuvent, malgré tout, trouver leur place, même tardivement, même après tant de silence. Il parle de ce qu'il appelle la kri, la clarté des années longues, cette capacité à regarder derrière soi sans crispation, à reconnaître la valeur des chemins sinueux, à accueillir l'imperfection comme une forme de beauté supplémentaire. Il dit qu'il n'a jamais prétendu être un homme exemplaire, mais qu'aujourd'hui, il essaie seulement d'être un homme juste. Un homme qui ne se cache plus, un homme qui, avec ses forces et ses failles, avance vers quelque chose de plus vrai. Et c'est peut-être cela qui émeut le plus, découvrir que derrière l'ancien ministre, derrière la figure publique, il y a un homme qui, comme chacun de nous, apprend à vivre avec ses contradictions et à aimer malgré tout. Sa conclusion n'est pas un aveu fracassant, ni une révélation de dernière minute. C'est une offrande discrète, un partage sincère. Il dit que si cette parole tardive peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, à se sentir moins seul, alors elle aura eu un sens. Il rappelle que nous portons tous quelque chose de trop lourd, un souvenir, un regret, un silence, et que parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, d'une écoute, pour commencer à alléger ce poids. Il invite chacun à regarder sa propre histoire avec bienveillance, à ne pas craindre les zones d'ombre, à comprendre que la lumière ne vient jamais d'un seul éclat, mais d'une succession de petites réconciliations. Alors, avant que les images ne s'estompent, il laisse une dernière pensée, presque comme une caresse. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, mais on peut choisir ce que l'on en fait. Et dans cette phrase simple, il y a tout. Le parcours, les failles, les ombres, les renaissances, et cette volonté discrète mais profonde de continuer à avancer, même lentement, même maladroitement, vers quelque chose de plus apaisé. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un écho, une pensée, un souvenir, alors n'hésitez pas à nous le dire. Votre ressenti compte, vos mots aussi. Laissez un commentaire, partagez ce que vous avez perçu, ce que vous avez retenu. Et si vous souhaitez continuer à suivre ces récits humains, sincères, empreints de fragilité et de vérité, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne ou la partager. Chaque geste, même discret, nous aide à continuer à raconter ces histoires qui, d'une manière ou d'une autre, nous relient tous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.